Bonjour. Avec notre doctorante Julia Redicule-Tseva en première année de thèse dans le laboratoire PRISM, nous allons vous présenter ce qu'elle a pu nous apprendre tout au long de nos séances universitaires. Son sujet de thèse est l'impact de l'évolution des conditions climatiques sur la durabilité des pierres de construction des bâtiments historiques. Je laisse la parole à Manon pour l'introduction et le début de la première partie. Ces dernières années, nous nous interrogeons sur les problèmes de préservation des bâtiments historiques, dont le but essentiel c'est de non seulement garder les anciennes constructions qui retracent l'histoire du pays, mais aussi de comprendre le processus de leur dégradation qui se produit à présent et qui se produira dans le futur. Pour pouvoir expliquer ces processus de dégradation des bâtiments, il faut étudier les propriétés des matériaux, donc des pierres avec lesquelles on a créé des bâtiments, dans notre cas le château de Chambord. Alors il faut appréhender ces matériaux, dans notre cas la pierre du tuffeau blanc, afin de comprendre comment ils réagissent aux différentes sollicitations extérieures. Nous ne traiterons qu'une fine partie de ce sujet, soit l'altération des pierres de construction en fonction des différents facteurs rencontrés lors de leur cycle d'utilisation. Notre présentation se déroulera en 3 parties. Dans un premier temps, nous analyserons la pierre du tuffeau et sa composition, puis nous déterminerons des propriétés des pierres de construction à l'aide d'expériences, et enfin nous conclurons. Premièrement, nous allons vous parler de la pierre du tuffeau, qui est la pierre principale du château de Chambord. Les roches se classent en 3 familles. Les roches magmatiques issues du magma, les roches métamorphiques, transformation sous des conditions particulières, et les roches sédimentaires, provenant de l'érosion. Le tuffeau fait partie de cette dernière famille, c'est une pierre calcaire. Les atomes s'organisent dans l'espace dans une structure ordonnée appelée cristal. Ils forment les minéraux qui eux-mêmes forment la roche. Selon ce que l'on veut observer, il existe différentes échelles. En mètres pour la roche, en micromètres pour les minéraux et en nanomètres pour les cristaux. Le tuffeau contient beaucoup de minéraux, dont principalement le quartz à 42% et la calcite à 28%. Comme nous pouvons le constater ici, les pores sont visibles à partir de 200 micromètres, le quartz à partir de 50 micromètres et la calcite à partir de 10 micromètres. Nous allons passer à la seconde partie qui consiste à vous expliquer les diverses expériences réalisées nous permettant de déterminer les propriétés des pierres de tuffeau. La porosité par la balance d'Archimède et par le microscope et la dilatation hydrique. Nous ne détaillerons qu'une expérience portant sur la conductivité thermique par la méthode du fil chaud. Je vous laisse avec Alix. Alors, la porosité se calcule avec 2 méthodes différentes. Donc, la première se calcule grâce à un logiciel relié au microscope optique. Elle permet de calculer le pourcentage de porosité présent dans la pierre de tuffeau, comme nous pouvons le voir sur les 2 photos sur le diaporama. Donc la première photo, c'est une photo de pierre de tuffeau au microscope. Et la deuxième photo, c'est exactement la même, sauf que le logiciel a sélectionné les pores et ensuite calculé sa porosité qui est égale à 40%. Donc la deuxième méthode repose sur la pesée de la pierre avant et après l'avoir mise dans l'eau. Le poids de la pierre mouillée nous donne une indication sur le nombre de pores présents dans celle-ci. Pour la seconde méthode, il faut avant tout calculer la masse volumique apparente, c'est-à-dire le volume de la pierre, y compris les pores, comme nous pouvons le voir avec la première formule. Ensuite, nous allons calculer la masse volumique absolue, soit le volume de la pierre sans les pores, avec la deuxième formule que vous pouvez voir. Et ensuite, nous allons calculer la porosité en divisant le volume du vide au volume total avec la troisième formule. Nous obtenons donc, avec les calculs, une porosité de 20%. Donc cette différence s'explique par le microscope car il permet de voir plus de pores qu'avec les calculs. Nous allons passer à la dilatation hydrique. Tu peux passer. Elle consiste à mesurer le changement des dimensions géométriques sous l'action hydrique. Donc, pour observer un résultat, nous prenons une argile gonflante appelée montmorillonite, car le phénomène sera plus important sur celle-ci que sur la pierre de tuffeau. De plus, la pierre de tuffeau possède une quantité non négligeable d'argile, ce qui entraîne des
des dégradations par son gonflement. Donc, pour vérifier cela, on a donc mesuré le diamètre d'un échantillon d'argile de forme cylindrique qui est égal à 49 mm. Puis nous l'avons mis dans l'eau pendant 30 minutes. Et après saturation, nous avons de nouveau mesuré son diamètre qui est égal cette fois-ci à 52 mm de diamètre. Donc cela nous prouve que l'eau exerce une certaine force, une certaine déformation et une certaine contrainte sur l'argile et sur les matériaux en général. On a donc calculé sa contrainte qui est égale à 91 kg sur 1 cm de l'échantillon. Donc maintenant, Elena va vous présenter la conductivité thermique. Alors, la conductivité thermique permet de quantifier la qualité isolante d'un matériau. Plus la conductivité thermique de ce dernier est élevée, plus il conduit la chaleur, il est donc moins isolant. La méthode utilisée pour mesurer l'élévation de la température au cours du temps est celle du fil chaud. Le principe est de chauffer un matériau quelques degrés au-dessus de la température, puis de mesurer la propagation de la température au sein du matériau. L'unité de mesure est watts sur mètre par Kelvin. Et ici, la conductivité thermique du tuffeau s'élève à 0,56 watts sur mètre par Kelvin. Enfin, pour conclure, ces expérimentations nous ont permis de comprendre comment les pierres de construction réagissent aux différentes sollicitations pour émettre ensuite un avis préalable sur l'origine des détériorations aperçues sur le château de Chambord. Ainsi, de multiples contraintes s'exercent sur la pierre, mais il existe des méthodes pour mieux connaître la dégradation qui en résulte, qu'elle soit d'origine physique, donc dû à un changement d'état des composants de la pierre, mécanique, lié à des forces appliquées sur la pierre, ou chimique, c'est-à-dire que des facteurs climatiques ont entraîné une réaction chimique dans la pierre. À présent, nous pouvons être amenés à nous demander s'il est possible de trouver des solutions pour limiter cette dégradation afin de mieux préserver les bâtiments historiques. Merci à tous. Vous nous avez demandé, merci, c'était très clair. Vous nous avez demandé de poser une question, en plus on allait le poser évidemment. Une fois qu'on a su que ça se dégrade, qu'on a su les origines des dégradations, est-ce qu'il y a une possibilité de solution, de retardement, voire de restauration naturelle bien sûr? Justement, c'est ce qu'on va voir l'année prochaine. On va donc modéliser des pierres sur l'ordinateur pour pouvoir ensuite voir ce qu'on peut faire. Ah si, laissez-la dire. Maintenant qu'on a des filles maçons après les filles mécaniciens... Non mais en fait j'avais fini de répondre, je sais que ça... Bon, en fait, ma thèse, elle est plutôt numérique. Moi, je ne fais pas d'expérience. Donc, mon idée, c'est plutôt de modéliser à l'aide des codes des calculs le milieu qu'on considère et puis d'appliquer les conditions climatiques, des humidités relatives, des températures et tout ça. Et pour, après, regarder quelles solutions on peut trouver pour ça. Donc, je pense qu'avec les filles, l'année prochaine, on va essayer de faire des petits modèles de calcul, comment on fait, et puis de comparer ces résultats avec les expériments. Donc, c'est ça un peu l'idée. Est-ce que vous avez compris, en fait, ça, ce rapport entre ce que vous mesurez, par exemple, la porosité, et puis la dégradation du matériau? Oui, on a compris. Elle a prévu beaucoup de temps pour ça, et du coup, c'est rentré, et puis voilà. Ouais, c'est-à-dire, moi, il me manque encore l'information. Plus c'est poreux, plus c'est abîmé, ou plus c'est poreux, plus ça va être abîmé. Plus il y a de pores, plus il y a, par exemple, de l'eau ou du vent, ou des facteurs naturels qui vont rentrer dans les pores. Et du coup, ça entraîne des dégradations à l'intérieur de la pierre. Du coup, elle se détruit à l'intérieur. D'accord. Du coup, voilà. OK. Et les 91 kilos de pression de l'eau, ce calcul-là, j'imagine, c'est pas vous qui l'avez fait. Et c'est... Si Ça, c'était avec une formule assez simple. D'accord, mais donc vous avez la formule et vous comprenez. De force par surface. Donc... D'accord, et vous comprenez ce que c'est que cette... OK. C'est vraiment bien, alors. Bon, on attend les résultats l'an prochain, alors. Oui. C'est des vrais maçons. Moi, j'ai encore une question, c'est que le tuffeau, justement, est censé bien garder sa couleur au cours du temps, rester très blanc. C'est une propriété de ce matériau-là?
Parce que c'est ça qui rend la région très belle. Hein. Oui, c'est ça. Donc il faut garder ça. Merci.